Quelques sénateurs nationaux de la République démocratique du Congo ont au cours de leur passage au ministère de l'aménagement du territoire manifesté leur intérêt au programme REVIT, un programme cher du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Ndomboyo. La question sur l'urbanisation de la capitale congolaise a également fait l'objet de cette séance de travail. D'après ces sénateurs, il est temps de repenser à l'urbanisation de la ville de Kinshasa qui n'a pas un plan cohérent et qui ne sait s'adapter au contexte actuel puisque la plupart d'infrastructures datent de 1967. Nous, sénateurs de la ville de Kinshasa, nous pensons que le ministère de l'aménagement du territoire est le plus grand ministère en ce moment aussi parce que notre pays, comme notre ville capitale, est déstructuré. Notre ville capitale n'a pas un plan cohérent et conséquent d'aménagement du territoire depuis le plan régional de 1967. Nous avions voulu concilier le projet que développe le ministère de l'aménagement du territoire et les projets des sénateurs en ce qui concerne l'aménagement du territoire, tout en incluant les projets qui existent au niveau de l'exécutif provincial. Voilà l'objet central de notre réunion d'aujourd'hui. Nous nous sommes mis d'accord pour cette perspective qui a toujours été notre cheval de bataille, donner à la ville de Kinshasa un master plan. Pour matérialiser cette vision de faire de Kinshasa une ville moderne, le sénateur Didier Munengi a souligné qu'un atelier technique entre les ministères de l'aménagement du territoire et les sénateurs de Kinshasa sera organisé dans les prochains jours pour mettre en commun les projets précis. Quant au ministre, cette initiative est la bienvenue. Il est à mettre en place une équipe mixte de mise en commun des différents projets y relatifs. La BCECO a été chargée de l'organisation et l'exécution des projets de réhabilitation, reconstruction et modernisation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. C'est ce qu'on peut retenir de la cérémonie de la signature du protocole d'accord entre les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le directeur général du Bureau central de coordination ainsi que les responsables de l'entreprise Modern Construction. L'entreprise Modern Construction a été chargée d'exécuter les travaux qui iront en 3 phases. La durée de la première phase de réhabilitation et de modernisation de cette importante formation médicale de la capitale congolaise est de 20 mois. Nous venons de signer un protocole de collaboration entre le ministère et le BCECO. Comme vous le savez, le BCECO, c'est les bras séculiers du gouvernement en matière d'exécution de beaucoup de projets depuis 2001. Et il continue son bonhomme de chemin avec l'expertise qu'il a engrangée. Aujourd'hui, le ministre de la Santé nous confie encore un mandat de moderniser et réhabiliter certains bâtiments de l'hôpital général de référence Mamayem, communément appelé Mamayem. Le BCECO est prêt à assumer cette mission avec expertise. Il reste encore deux phases à exécuter pour Mamayemo pour la moderniser et réhabiliter complètement. La mise en œuvre de ces projets rentre dans le cadre de la vision du président de la République de travailler pour l'amélioration de la santé universelle des Congolais. L'hôpital général de référence de Kinshasa est parmi les plus importants du pays, mais ses infrastructures datant de plus de 40 ans sont en état de délabrement très avancé. À en croire les autorités du ministère, la réhabilitation va concerner non seulement les pavillons et autres bâtiments, mais aussi les équipements devenus vestusts. Le coordonnateur national du bureau de l'ozone, Eliumba, a par sa dernière sortie médiatique en marge de la Journée internationale de l'ozone célébrée chaque 16 septembre de l'année, apaisanti sur la question taxe carbone, initiative du vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Pour ce faire, cet expert a évoqué la question du réfrigérant qui se présente également comme étant un produit dangereux qui détruit la couche d'ozone. C'est comme s'il y a une réflexion sur la manière de mener le choix. Il y en a qui considèrent que la taxe carbone passe par une compensation. Il y en a qui sont dans l'éco-taxe. Je pense que c'est avec l'appui du PNUD que peut-être qu'on pourra bien canaliser. Mais dis-moi, je voudrais qu'à ce moment, qu'il soit retenu
que parmi les puissants gaz à effet de serre, il faut à tout prix parler des HFC, ces réfrigérants-là. Vous voyez, ils sont plus puissants, gaz à effet de serre, de loin plus le COD. Et par conséquent, si nous entrons dans la compensation, il est vrai qu'au niveau déjà du protocole de Montréal, les études ont été faites et les pays ont une consommation globale qui est reconnue. On essaiera de vers la compensation en termes de renforcer le renforcement institutionnel. Mais au niveau des pays, si nous pouvons revenir en termes de la taxation, je pense qu'il faudrait que cet aspect, c'est-à-dire le volet réfrigérant, soit aussi associé dans la réflexion pour qu'on arrive à bien gérer ce secteur. Dis-moi ce que regrette cet expert et que le pays ne dispose pas assez de moyens pour organiser régulièrement la mise à niveau des professionnels de froid, afin de le voir mener en bien leurs tâches. Les défis sont immenses. Il y a le problème d'abord du renforcement des capacités, ça vaut la peine. Les moyens ne suivent pas, sinon le souci serait d'organiser des séances de renforcement des capacités à tous les niveaux, ou même encore insérer le cours de la protection de l'environnement, ou soit de la protection de l'atmosphère à partir de bas âge dans les cursus scolaires, ça nous aurait aidé. Et Lumumba appelle de tout ce vœu une rencontre avec toutes les parties du protocole de Montréal afin de capitaliser les acquis de ces protocoles pour créer une synergie avec les douaniers, les professionnels de foi, les inspecteurs de l'OCC, les députés pour préparer l'avenir, surtout en faisant face à la Covid-19 qui ravage aussi l'environnement. Ils sont acteurs majeurs dans la protection et conservation des ressources forestières, les communautés locales, leurs droits et obligations, ainsi que le briefing sur la zone tampon des aires protégées en RDC sont au centre de l'atelier de présentation de la boîte à images organisée par Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées, à peine en sigle. On est là pour présenter les outils que notre projet a élaboré au niveau du parc national de la Lomami. Donc nous avons un projet de suivi et de plaidoyer pour l'implication des parties prenantes dans la gestion de cette nouvelle parc. Parce que c'est une nouvelle aire protégée qui est la seule, le seul parc qui a été créé après la loi de 2014. Afin d'identifier des pistes de réduction des conflits existants entre les parcs et les communautés dans les aires de conservation de la nature en RDC, APEM a bénéficié en 2018 du soutien financier de la Fondation Arcus via RF-UK. Les associations et organisations représentant les communautés locales tiennent à l'application des différentes résolutions reformulées à l'issue de ces processus. Le respect des normes et aussi l'applicabilité de tout ce qui sera pris ici comme résolution. Parce que normalement, nous sommes là pour accompagner l'État dans ces mesures, mais également veiller au respect aussi des droits de ces peuples-là qui sont là, qui sont les premiers garants, en fait, les premières personnes qui sont en train d'assurer cette protection, cette gestion quotidienne de nos ressources. En fait. Les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les jardins zoologiques et botaniques sont, entre autres, des sites considérés des aires protégées vu leur valeur naturelle pour la biodiversité. Ce même programme d'atelier a déjà été organisé avec le peuple autochtone à Opala dans les Tchopo, à Kisangani et bientôt à Kindu. En ces temps de désordre climatique et de fondement de la diversité du vivant, des ouvrages scientifiques sur la biodiversité sont toujours très entendus et prennent des résonances particulières sur leurs impacts dans une époque contemporaine paraissent forts. La promotion de la biodiversité passe par les soutiens des auditeurs indépendants du monde entier. Garant de la diversité des productions éditoriales, en République démocratique du Congo, certains auteurs s'inspirent également de la biodiversité pour édifier la population sur des questions d'ordre environnemental en fait de trouver des mécanismes pouvant protéger ces secteurs. C'est le cas de Patrick Bakwa, un poète et un expert consultant en environnement qui a su trouver l'équilibre entre les lettres et la nature. Lorsqu'on parle de la biodiversité, évidemment nous faisons là allusion à l'écriture,
mais une écriture qui prend en compte l'aspect biodiversité. Aujourd'hui, vous le savez, la biodiversité est un enjeu crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la RDC, par exemple, c'est un pays de méga biodiversité. Et nous, en tant qu'écrivains, nous pensons qu'au-delà de la question climatique, de la question écologique, la question scientifique s'invite justement dans ces débats. Les sociétés requièrent des analyses de leurs impacts sur la biodiversité. L'anticipation des dynamiques possibles et l'élaboration des réponses adaptées sont nécessaires pour relever ces questions. À en croire ces poètes, le monde a besoin de la recherche et d'un partage des connaissances interdisciplinaires pour aborder ces questions sociétales et planétaires, ainsi qu'à viser un rythme de découverte scientifique qui dépasse celui des catastrophes, telles que la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes, les épidémies et le changement climatique. Regardons de près la méga biodiversité congolaise. Regardons de près la biodiversité congolaise. Elle est très menacée. Elle est fragilisée par la criminalité phonique. Elle est fragilisée par les actions, ou si vous voulez, les activités anthropiques, c'est-à-dire les activités menées par l'homme. L'homme est devenu curieusement le loup, n'est-ce pas, de la nature. L'homme détruit la nature sans s'en rendre compte parfois. Et l'ignorance est un véritable danger, notamment dans le cadre des questions liées au réchauffement climatique. Nous ne pouvons pas continuer à détruire la nature, puisque plus nous détruisons la nature, plus nous détruisons la biodiversité, nous nous détruisons nous-mêmes. Si la crise contemporaine de la biodiversité soulève de nombreux défis scientifiques et techniques, ceux-ci ne doivent pas masquer des enjeux plus fondamentaux quant à la place des humains de la nature et les responsabilités à son endroit. C'est depuis le 19 septembre que ces volcans projettent dans l'atmosphère des milliers de tonnes de gaz. Sur l'île de Palma, la capitale de l'île espagnole de Majorque, les volcans Covre-Viejo entre en éruption, embrasse et engloutit tout sur son passage. L'éruption volcanique qui secoue l'île de Palma aux Canaries entraîne une multiplication d'évacuations d'habitants, plus près de 5500 selon les services de secours, alors que la coulée de lave s'étend vers la mer. Selon la chaîne de télévision Canarias 7, une centaine de maisons ont été endommagées, plus ou moins sérieusement. Les toitures de certaines embrasées au contact de la lave à la vitesse d'environ 700 mètres par heure. Face au risque de projection de pierres, de chutes, de cendres et d'intoxication au gaz, les autorités ont imposé un périmètre d'exclusion de 2 km autour de la coulée et craignent également des tremblements de terre. Je voudrais vous faire part de notre engagement total, de notre engagement sans équivoque pour que personne ne soit laissé pour compte lors de cette éruption, que les habitants ne subissent aucun dommage d'un point de vue économique, indépendamment du fait qu'il existe effectivement des problèmes irréparables auxquels nous ne pourrons pas répondre, comme la perte de maison, avec toute la charge émotionnelle et pas seulement matérielle que cela implique. L'éruption, la première sur cette ville balnéaire depuis 50 ans, n'a pas fait de victimes, mais a d'ores et déjà provoqué d'importants dégâts sur cette région située à l'ouest de la mer Méditerranée. 5000 personnes au total ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption dimanche après-midi. Le gouvernement régional des Canaries a précisé de ne pas prévoir à ce stade de nouvelles évacuations. Personne n'a dû être soigné pour des problèmes liés à l'activité du volcan et nous n'avons pas à déplorer de pertes humaines. Je pense que c'est la meilleure nouvelle, après plusieurs heures d'un volcan qui est toujours actif et qui continuera à l'être dans les jours à venir. Selon l'Institut volcanologique des Canaries, ces coulées avancent à une vitesse moyenne de 7 mètres par heure, de 1000 degrés